Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 21e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser une bibliothèque créée par un tiers et compilée, donc à laquelle on n'a pas accès au code, dans un de nos projets à nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser SDL. SDL, c'est une bibliothèque distribuée gratuitement sur Internet qui veut dire Simple Direct Media Layer, donc qui nous permet de faire des logiciels avec de l'animation, des images, la gestion du clavier, de la souris, faire jouer des sons. Donc, c'est parfait pour faire des petits jeux, par exemple. On va se servir de ça un peu dans les prochaines semaines, puis vous allez le réutiliser à l'activité synthèse à la fin. Ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va aller chercher cette bibliothèque-là et on va modifier notre projet pour qu'il l'utilise. Vous allez voir les différentes étapes. Ce n'est pas absolument essentiel de mémoriser toutes les étapes, par exemple, pour un examen, mais de savoir en gros qu'est-ce qu'on a à faire puis d'être familier avec ça. Étant donné que l'utilisation de SDL demande des notions de programmation orientée objet que vous n'avez pas encore, que vous allez acquérir seulement l'hiver prochain, ce qu'on a fait, vos gentils professeurs, c'est qu'on a créé une petite bibliothèque, un petit module qui s'appelle SDL-CLG, qui va être comme une couche entre SDL et votre application. Donc, votre application va parler à notre module qui, lui, va parler à SDL. Donc, vous n'aurez pas besoin de savoir comment SDL fonctionne à 100%. Ce qu'on va faire donc aujourd'hui, et ce que je vous encourage à faire en même temps avec moi, c'est d'inclure d'abord SDL dans un projet et ensuite d'ajouter notre module SDL-CLG pour pouvoir être capable de l'utiliser. Donc, vous avez les instructions de tout ça sur le site Prof d'Info. Si on va voir un peu de quoi ça a l'air, vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc, le laboratoire 5, la première chose qu'on fait, c'est l'exercice 5.0, c'est celui-là qu'on va faire ensemble. La première chose à faire, c'est évidemment de créer un projet vide comme d'habitude. Donc, on fait comme on a toujours fait. On le place quelque part, n'importe où. Je ne sais pas où vous allez le mettre. J'ai mis un chemin d'exemple, par exemple, si on était en laboratoire, en classe, en train de faire ça. Si vous le créez n'importe où ailleurs, ce qu'il faut, c'est juste retenir où vous l'avez mis. Vous pouvez travailler sur une clé USB, n'importe où, sur un disque. Vous créez votre projet et vous retenez où ce projet-là se trouve. Donc, moi, j'ai mon petit projet ici qui, pour l'instant, ne contient qu'un fichier avec le main, mais qui est complètement vide. Donc, on commence avec ça. Et ensuite, on va télécharger la bibliothèque SDL qui est fournie ici sous un dossier zip. Donc, en fait, c'est un fichier zip. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui n'avaient jamais vu ça, mais c'est tout simplement une archive. C'est un fichier qui contient en fait plusieurs autres fichiers, toute une structure de dossier compressée en un seul fichier. Donc, vous téléchargez le zip et ensuite, vous l'ouvrez. Quand on l'ouvre dans Windows, on va voir le contenu ici. Donc, vous avez l'exemple ici dans mon explorateur Windows. Le fichier zip qui est là contient tout un paquet de trucs. Ce qu'on va vouloir faire, c'est de prendre tout ça et de les copier. Donc, on va simplement copier tout ça et aller les coller dans le dossier de notre projet. Parce que tant qu'ils sont dans un zip, ils sont inutilisables. C'est juste un fichier qui a pris tous les fichiers et qui les a mis ensemble dans un petit package facile à télécharger, mais on ne peut pas s'en servir tant qu'on ne l'a pas ouvert, qu'on ne l'a pas décompressé. Donc, on va copier tous les fichiers qui sont là et on va aller, par exemple, dans notre dossier. Donc, moi, c'est dans Documents, Visual Studio 2017, Project. J'ai créé mon projet qui s'appelle tout simplement Projet 1. C'est celui-là que j'utilise depuis le début. Euh, dans ce dossier-là, quand vous entrez, vous êtes en fait dans le dossier de la solution. Et vous voyez le fichier .sln, qui est le fichier de la solution. Il y a aussi un autre dossier qui porte le même nom, encore une fois projet 1 chez moi, qui lui est le dossier du projet. Et quand on entre dedans, on voit les fichiers de code. Donc mon source.cpp est là. Donc il ne faut pas confondre le dossier de la solution et le dossier du projet. Là, ce qu'on veut, c'est aller dans le dossier de notre solution pour créer un dossier qui s'appelle SDL-2.0.4, qui est la version qu'on va utiliser. Donc, je m'en viens ici, dans le dossier de ma solution. Ce n'est pas le dossier qui contient mon code, c'est un dossier qui contient que le .sln. Je vais créer un nouveau dossier, SDL-2.0.4. Donc, vous créez cela. Et dans ce dossier, vous allez coller tous les fichiers que vous aviez copiés du fichier zip. Et là, tout ça va venir se placer ici. Vous avez ça là-dedans. Vous devriez donc avoir, si on revient au début, quand vous êtes dans votre dossier de projet, vous voyez le dossier avec projet 1 ici, dans mon cas,
qui contient SDL 2.0.4, qui contient include, lib, docs, puis quelques fichiers texte. Une fois que c'est là, c'est prêt à être utilisé. Tant que c'était dans le zip, on ne pouvait pas s'en servir. Donc, l'idée, c'est d'abord aller chercher les fichiers. Première étape. Une fois que c'est fait, on va devoir modifier les propriétés de notre projet dans Visual Studio pour qu'il soit capable d'aller utiliser ces fichiers-là qu'on vient d'ajouter sur notre disque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre dossier, pas dans notre dossier, mais plutôt dans les propriétés de notre projet. On clique avec le bouton droite sur le projet ici dans l'explorateur de solutions et on va dans les propriétés. Et on se retrouve dans une fenêtre comme ça, où on a les propriétés de notre projet. On va avoir différentes propriétés à aller modifier un peu partout. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans, ici, répertoire VC++. Et là, vous voyez, il y a une propriété qui s'appelle répertoire include, qui contient déjà des affaires. Ces affaires-là, c'est des chemins quelconques séparés par des points-virgules. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rajouter au bout de ça un chemin. Donc, vous vous assurez que le dernier chemin, il y a bel et bien un point-virgule. Puis là, ben, vous écrivez ceci. Signe de dollar, parenthèse, solution dire, parenthèse, barre oblique inverse, SDL-2.0.4, barre oblique inverse, include. Ou optionnellement, si vous n'avez pas envie de l'écrire, vous pouvez le copier-coller directement à partir de Prof.Info. Donc, vous l'avez dans les informations ici. Donc, ça va se retrouver là. Vous voyez que les propriétés que vous avez modifiées vont devenir en gras pour vous permettre de les trouver plus facilement après où vous avez changé les choses. Donc, vous ajoutez à la liste de chemins qui sont là, ce chemin-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chemin-là? Bien, c'est facile. Le signe de dollar, entre parenthèses, solution dire, c'est une variable d'environnement qui représente le dossier de votre solution. Donc, au lieu de mettre tout le chemin de votre solution, par exemple, quelque chose comme ça, C:\\, utilisateur, blablabla, bureau, au lieu de mettre ça, on va mettre tout simplement solution dire, ce qui veut dire c'est le dossier de la solution, puis à partir de là, dans ce dossier-là, tu vas trouver SDL 2.04 qu'on avait mis tout à l'heure, qui lui-même contient include, qu'on a copié là tout à l'heure. L'avantage que ça a, c'est que oui, un, c'est moins long à taper, mais surtout, deux, quand on va déplacer le projet sur un autre ordinateur, par exemple, si vous le copiez en classe, vous l'amenez en classe, le chemin qui est là n'existera peut-être plus. Tandis que ça pointe toujours vers le dossier de votre solution, peu importe où elle est cette solution-là. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ça. Fait que la première étape, c'est ça. On lui dit où sont les fichiers include. C'est quoi les fichiers include? Bien, vous venez de les copier tout à l'heure dans SDL 204. Si on va voir dans include, ce qu'on voit, c'est tout un paquet de fichiers .h. Donc, lorsqu'on va faire des include, puis qu'on va inclure quelque chose .h, c'est là qu'il va le trouver. Le projet va être au courant que ça, c'est un endroit où peuvent se trouver des fichiers .h. Donc, ça, c'est une première étape de fait. Une fois que c'est fait, il faut aller ensuite dans Éditeur de liens, dans l'onglet Général, et on s'en va dans Répertoire de bibliothèques supplémentaires, ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser exactement le même début de chemin, donc vous pouvez le copier-coller, solution dire SDL 2.04, mais au lieu de include, on va écrire lib, barre oblique inverse, \x86. Donc ça, c'est quoi? C'est le dossier où se trouvent les bibliothèques compilées. Rappelez-vous que quand on fait un module, on a toujours un .h puis un .cpp. Mais parfois, on ne veut pas donner le code du CPP aux gens pour pas qu'ils puissent voir comment c'est fait. On veut juste leur donner une version compilée. Lorsque c'est compilé, ça va créer des points libres qui vont pouvoir être utilisés. Puis là, ben, nos points libres, nous, sont effectivement là. Si je reviens voir dans SDL 204, j'ai libre. Et là, j'ai le choix selon le type de processeur, x86 ou x64. Et là-dedans, il y a des points libres. Donc, on lui a dit où il se trouvait, et là, tout le monde est heureux. Ensuite, troisième chose, il y a aussi un autre fichier qui vient toujours avec une bibliothèque compilée, c'est le .dll. Le point lib est utilisé lorsque on compile notre projet, et le .dll est utilisé lorsqu'on l'exécute. Donc, on a besoin de lui dire aussi où se trouve
.dll et pour ça, il faut aller modifier l'environnement. Donc, on va aller dans Débogage. Et ici où c'est écrit Environnement, vous pouvez tout simplement copier-coller ceci, cette ligne de code-là. Path est égal à %, point virgule, solution dire SDL 204, lib x86. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de faire tout à l'heure, mais il y a des trucs différents au début. Sachez que vous allez comprendre cette ligne-là un peu plus tard, mais pour l'instant, path, c'est une variable d'environnement, une variable spéciale que Windows connaît qui lui dit où aller trouver des fichiers lorsqu'on exécute des programmes, des fichiers dont il y aurait besoin. Puis on lui dit, mets-la égale à ce qu'elle est en ce moment, suivi de ceci. Donc on rajoute un nouveau chemin possible au path pour qu'il sache où trouver les fichiers DLL. Donc voilà, fait qu'on a dit où étaient les points H avec le include, où étaient les points lib avec les bibliothèques supplémentaires, où était le DLL dans l'environnement. Dernier petit truc qui nous reste à faire, aller toujours dans l'éditeur de liens. Cette fois-ci, on va aller dans Entrée et Dépendances supplémentaires. Vous voyez qu'il y a plein de points libres qui sont déjà énumérés là pour dire voici tous les points libres dont je vais avoir besoin pour faire une application Windows. On va aller à la fin de tout ça, à la toute fin. Et on va rajouter, toujours en mettant un point-virgule pour le séparer de la dernière chose qui est là, on va rajouter SDL2.lib, point-virgule, SDL2main.lib. Donc on rajoute finalement dans cette longue énumération de fichiers de bibliothèque séparés par des points-virgules, on rajoute, en les séparant avec des points-virgules, SDL2 puis SDL2main, qui sont tous les deux des points libres. Donc, il faut l'écrire exactement comme ça, avec les majuscules. Vérifiez bien si vous le faites en même temps que moi. Vous pouvez toujours mettre la vidéo à pause. Allez voir aussi sur Prof d'Info, tout est écrit. Et là, ben, comme ça, il va pouvoir utiliser tout ça. Alors voilà, c'est les 4 choses qu'on a à faire pour utiliser une bibliothèque. Et c'est très souvent ces 4 choses-là qu'on va faire. On lui dit où sont les points H, où sont les points libres, où est le point DLL pour l'exécution, puis on va énumérer certaines bibliothèques points libres comme ça qu'on va vouloir qu'il utilise. Donc là, ça c'est fait. On peut faire OK. Notre projet est maintenant bien modifié. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ajouter un fichier à notre projet, un fichier source comme on fait toujours pour avoir notre main. Mais là, le main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplacer par le code qui est fourni sur Prof d'Info. Donc, on va simplement copier-coller. Ce qu'on va mettre dans le main, ça va être ceci. On a notre include, un include d'un fichier sdlclg.h qu'on n'a pas encore. Puis là, notre main. Vous voyez qu'il y a quelque chose de spécial ici. On va s'en reparler plus tard, ça, dans le cours de système d'exploitation. Entre les parenthèses du main, il y a des paramètres pour la première fois. C'est important de laisser ça comme ça, même si on ne les comprend pas. Si on ne les met pas, ça ne marchera pas. Et le return 0 à la fin, je vous disais depuis le début, return 0, ce n'est pas obligatoire, on peut le mettre ou pas. Lorsqu'on utilise SDL, il faut le mettre absolument. Donc ça aussi, c'est à ne pas effacer. Vous voyez que le main, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle des fonctions, puis là, ben, il n'y a aucune de ces fonctions-là qui sont connues. Bon, c'est normal pour l'instant qu'il ne sache pas qu'est-ce que c'est tout ça, parce que, qu'est-ce que je vous avais dit au début, votre programme, donc ce programme-là, va utiliser notre SDL-CLG, notre petit module à nous, qui lui va appeler SDL. Là, on a inclus SDL dans notre projet, mais on n'a jamais mis SDL-CLG, la couche entre les deux. Et c'est celle-là qui essaie d'utiliser, puis ça ne fonctionne pas, c'est donc bien normal. Comment on va faire pour rajouter ça? C'est facile, on va aller chercher, toujours sur Prof d'Info, les deux fichiers suivants, sdlclg.cpp puis sdlclg.h. Si vous cliquez dessus, vous allez voir que vous allez entrer dedans dans votre navigateur. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que vous cliquiez avec le bouton de droite et vous choisissez quelque chose comme enregistrer le lien sous. Évidemment, ça va dépendre de votre navigateur, le texte exact, là, mais c'est quelque chose comme ça pour enregistrer le lien. Et là, vous allez le mettre où? Bien, vous allez le porter à l'endroit où il y a votre projet. Donc, dans Documents, Visual Studio dans mon cas, Projects, Projet 1. Mais là, vous, ça dépend. Ça va être peut-être un endroit différent de ça. Et où vous voulez aller le placer, quand vous entrez dans votre dossier de solution, qui s'appelle Projet 1, vous voyez votre SDL qui est là. Vous voyez aussi un autre dossier qui porte le même nom que votre projet encore. Ça, c'est là qu'on veut entrer. Il faut que vous alliez trouver votre fichier CPP que vous venez juste de placer et vous voulez mettre notre fichier sdlclg.cpp au même endroit. Donc, tout le code ensemble dans le même dossier. Vous enregistrez ça là.
Le sdlclg.h, même chose, on clique avec le bouton de droite, on enregistre le lien sous. Et là, ce coup-là, ça va bien, il se rappelle de la dernière place où on était, fait qu'on fait juste le mettre au même endroit. Ces deux fichiers-là se sont téléchargés, et là, une fois que ça c'est fait, il va nous rester juste un petit élément à faire, c'est qu'il va falloir ajouter ces deux fichiers-là à notre projet. Donc, on va cliquer avec le bouton de droite, et on va faire ajouter, mais cette fois-ci, on va ajouter un élément existant. Pas un nouvel élément, on va prendre quelque chose qui existe déjà, nos deux fichiers qu'on vient de télécharger. Donc là, on va aller les choisir les deux, sdlclg.cpp.h, et on va les ajouter au projet. Vous allez les voir apparaître ici, le .h dans le dossier d'en-tête, le .cpp dans le dossier source, et tout à coup, toutes les erreurs de compilation vont disparaître parce que maintenant, il connaît ces fonctions-là. Ça, c'est notre deuxième partie. On a installé SDL, qui est une bibliothèque compilée fournie par un tiers. Puis, on vient d'installer en plus SDL-CLG, qui est une bibliothèque non compilée. Donc, en fait, c'est un module. Vous avez le code juste là. Vous pourrez aller voir dedans si vous voulez. Puis, on l'a ajouté à notre projet. Ces deux choses-là vont fonctionner ensemble dans notre cas. Et notre main va appeler ces fonctions-là et va donc les utiliser pour un premier test. Donc, on essaie ça. Une fois que tout ça a été fait, si vous avez bien suivi les instructions, vous pouvez compiler et exécuter. Ça devrait se compiler sans problème et s'exécuter pour vous faire apparaître une fenêtre comme ça. Vous allez voir quand même la fenêtre de console qui va être là, vide, toute noire comme d'habitude, puis par-dessus va s'ouvrir une autre fenêtre qui devrait s'appeler Ma première fenêtre, être toute rouge et contenir un rectangle bleu. Elle va rester 5 secondes à l'écran, puis elle va se fermer elle-même. Si vous n'avez pas ça à votre écran en ce moment, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait comme il faut. Parmi toutes ces étapes-là, il y a quelque chose qui vous a échappé. Reculez le vidéo et vérifiez correctement. Une fois que ça marche, vous pouvez être fier de vous, particulièrement si vous l'avez fait du premier coup. On peut regarder un peu comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Notre petit module SDL-CLG, c'est des petites fonctions très faciles. Initialiser l'affichage, c'est la première chose qu'on va faire. Ça va créer une fenêtre. On lui donne un string qui contient le titre de la fenêtre qui va être affiché dans le haut. Et ensuite, une dimension en pixels, 640 de haut par 480 de large. Ensuite, remplir fenêtre. On remplit la fenêtre avec du rouge. Le rouge, on utilise un code RGB. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le RGB, ça veut dire Red, Green, Blue, donc rouge, vert et bleu. On lui donne donc 3 valeurs. Une valeur pour combien de rouge on veut mettre, combien de vert on veut mettre, combien de bleu on veut mettre. Et ces valeurs-là vont de 0 à 255. En mettant différents chiffres ici, on peut créer tout un tas de couleurs. Dans notre cas, on veut du rouge bien pétant, fait qu'on met le maximum de rouge, aucun vert, aucun bleu. Ça va nous faire exactement du rouge. Dessiner un rectangle bleu, on utilise pour ça la fonction dessiner rectangle. Et là, on lui donne 7 valeurs. Première valeur, c'est la position X du coin du rectangle. La deuxième valeur, c'est la position Y du coin du rectangle. Et ensuite, on a les dimensions du rectangle et la couleur du rectangle. Donc, les points X, Y, on lui dit, mets le coin supérieur gauche de notre rectangle au point 100,100. À noter que dans un jeu, puis dans de l'affichage normal, le point 00 est tout le temps dans le coin en haut à gauche. Et là, il faut faire attention, on a souvent l'impression que ça va être en bas à gauche, mais le point 00, il est en haut à gauche, c'est différent de ce qu'on voit sur un plan cartésien en mathématiques, par exemple, parce que l'écran commence à se dessiner à partir d'en haut. Donc, le point 00 est ici, ce qui veut dire, on lui dit 100 dans les X, 100 dans les Y, ça nous donnerait, mettons, quelque chose comme ici. Et là, de là, ça, c'est le point supérieur gauche et il va dessiner un rectangle à cet endroit-là. La dimension du rectangle, 200 en X et 300 en Y, donc ça va faire un rectangle plus haut que large. Et après ça, 3 couleurs pour le RGB, comme tout à l'heure. Donc, le rectangle va avoir aucun rouge, aucun vert, mais maximum de bleu. Donc, ça va être un rectangle bien bleu. Le principe de SDL, c'est quand on a créé une fenêtre, on met des trucs dedans. Mais ces trucs-là ne seront pas visibles tant qu'on n'a pas fait rafraîchir la fenêtre. Lorsqu'on fait rafraîchir la fenêtre, là, tout apparaît réellement dedans. Au préalable, le remplissage de couleurs et le dessin du rectangle n'est pas encore visible dans la fenêtre. Il est comme tout prêt, mais il va devenir visible juste quand on va le rafraîchir. Après ça, on fait attendre 5 secondes. Donc, vous voyez que attendre, c'est très précis. On doit lui donner un nombre de millisecondes.
donc 5000 millisecondes, ça fait 5 secondes. Et finalement, quitter affichage va fermer la fenêtre. Donc, quand il va arriver sur attendre, il va juste être à pause pendant ce délai-là et ensuite, il va continuer l'exécution où il était rendu. Donc, après 5 secondes, la fenêtre se referme, puis le programme est fini, fait que ça s'arrête là. Donc, ça, c'est un peu comment le programme fonctionne. Ce que vous allez avoir à faire en classe, le prochain exercice, ça va être de créer le joli paysage de Noël qui est affiché sur Prof d'Info. Le paysage de Noël est supposé ressembler à ceci. Ce qu'on vous donne, c'est qu'on vous donne un fichier zip qui contient des images de Noël. Donc, l'espèce d'image de chalet ou la petite maison, le petit village. Une image pour le traîneau du Père Noël, une pour le sapin, une pour les cadeaux, une pour le bonhomme. Donc, ça vous donne 5 images en tout. Vous allez les décompresser ou les copier-coller dans le même répertoire où se trouve tout votre code. Et ensuite, vous allez utiliser les fonctions dans SDL, CLG pour créer ce paysage-là. Ça va être juste une image qui va rester là, rien qui va bouger. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser avec notre fonction SDL-CLG? Là, je vous ai montré, on initialise l'affichage pour créer une fenêtre. On sait comment faire apparaître ce qu'on a dessiné dans la fenêtre avec rafraîchir fenêtre. On peut attendre, on peut quitter l'affichage. On sait remplir et dessiner les rectangles, ça va, mais pour mettre des images, comment on fait? Bien, ça, c'est en fait un peu votre job de figurer ça. Comment on fait pour utiliser un module qu'on ne connaît pas, ou une librairie, une bibliothèque qu'on ne connaît pas? On va lire le point H. Le point H nous sert à ça. Le point H va nous expliquer, voici toutes les fonctions et les constantes que vous pouvez utiliser là-dedans. Et voici comment elles fonctionnent. Puis c'est là qu'on apprécie d'avoir des petits blocs de code en commentaire que souvent on n'aime pas écrire, mais on aime ça quand ils sont là. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de les écrire pour les autres ou pour nous-mêmes plus tard. Fait que vous avez les différentes fonctions qui sont là. Par exemple, la fonction attendre ou la procédure attendre, ça nous explique comment ça marche, puis c'est quoi l'intrant, l'extrant. Et vous avez ça pour tout ça. Ce que vous allez avoir besoin d'utiliser ici, c'est charger l'image et afficher l'image. Ce sont les deux fonctions que vous allez pouvoir utiliser. Charger l'image, vous lui donnez un string qui contient le nom du fichier BMP, le fichier bitmap à ouvrir. Donc, vous allez donner le nom d'un des fichiers qu'on a ouvert. Et ça va vous retourner un nouveau type de données qui s'appelle un image ID. Ça ne sera pas un int, un float, un char ou un bool, ça va être un image ID. Vous allez pouvoir l'utiliser comme ça. Vous déclarez des variables de type image ID. Donc, par exemple, si je retourne ici, je peux faire quelque chose comme ça. Je vais définir image ID, puis là, je vais l'appeler, mettons, sapin. Bien, ça existe. Ça va être un type de données spécial, puis ma variable sapin existe. Et c'est un type image ID. Elle, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle est censée recevoir, elle est faite pour recevoir l'image, le numéro d'image d'un chargement qui a été fait par la fonction charger image. Charger image, on a dit quoi charger, et elle nous le retourne en image ID. Donc, comment on va faire ça? Bien, on peut faire par exemple sapin égale à charger image, puis là on lui passe, mettons, sapin.bmp. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle vraiment, mais mettons. Et là, il va charger l'image en mémoire et il va stocker son identificateur dans une variable. Et après ça, cette variable-là, on va pouvoir l'utiliser pour faire afficher une image. Lorsqu'on affiche une image, vous avez la fonction afficher image. Vous lui donnez l'image ID de l'image que vous voulez afficher et vous donnez une position en X et en Y. Puis, elle va s'afficher. Donc, partez de ça et tentez de reproduire le paysage de Noël. Ça ne devrait pas être très compliqué. Ça va vous familiariser un peu avec SDL. Ce qui est important de retenir de ça, c'est comment installer une bibliothèque déjà compilée, comment installer un module pas compilé mais créé par quelqu'un d'autre ou par nous-mêmes auparavant, comment l'utiliser SDL, CLG de façon simple. Puis on va se resservir de ça plus tard pour créer des petites applications un peu plus compliquées.